Bah écoute, je suis ravi de te rencontrer via Internet avant qu'on Ouais. se retrouve au mois de juillet. Alors déjà, je t'ai découvert, moi, grâce à Baglis TV, hein, donc la chaîne de Franck Agier, qui est vraiment une mine d'or, hein, qui est un lieu de transmission enfin, exceptionnel, hein, qui a déjà fait ses preuves depuis plusieurs années, hein. Je crois que c'est la chaîne Internet la plus ancienne, chaîne payante Internet la plus ancienne en France. Donc j'avais beaucoup aimé ta prestation, hein, la clarté, l'efficacité de ton propos. Et puis peut-être qu'on peut commencer d'ailleurs pour que tu puisses te présenter. J'aimerais en fait lire la petite biographie de ton livre que je vais montrer à Ah l'écran, oui. hein. Donc après une Mhm. licence de philosophie, une carrière artistique en France, Guilhem Morera a vécu 10 ans à Los Angeles pour étudier la tenségrité avec les apprentis de Carlos Castaneda. C'est là qu'il rencontra l'Ordre des Mages et fut initié à la connaissance cachée dans le jeu de cartes par Robert Licamp. Il révèle ici une connaissance millénaire, donc dans ce livre, donnant pour la première fois en langue française les clés pour déchiffrer les symboles sacrés du jeu de cartes. Et ce qui a pour moi qui m'a ouvert la porte de la cartomancie, c'était cette rencontre d'abord avec le chamanisme de Carlos Castaneda. Carlos Castaneda, lui, c'est un anthropologue américain qui étudie à l'université de UCLA. Et il a fait la rencontre dans ses recherches de terrain d'un Indien chaman originaire du Mexique qui lui a transmis en fait toute une connaissance qui appartenait à une lignée spécifique qui, disait-il, viennent du monde des Toltecs, de l'ancien monde des Toltecs. Et Carlos Castaneda, son travail, ça a été de transformer en fait cette connaissance et de créer une sorte de système de méthode de développement personnel pour la rendre publique en fait, pour l'ouvrir à quiconque. Et il a choisi ce terme de tenségrité comme, enfin, bon, cette connaissance, donc elle est basée, on dit de la connaissance, mais finalement c'est basé sur un travail, c'est du travail sur soi, et c'est basé sur des séries de mouvements. Donc c'est des mouvements qui sont très anciens, donc des postures corporelles. À travers ces postures corporelles, on rentre dans des états euh, de conscience non ordinaires, on va dire. Comme quoi, l'idée c'est que nos postures corporelles, elles influencent en fait notre manière de voir, notre manière de percevoir. Donc les changer, rentrer dans la posture physique de ces anciens, en fait, ça nous permet de percevoir la manière dont ils percevaient. Donc d'arrêter un moment le flux, la continuité de notre perception habituelle. L'idée, c'est que l'homme a beaucoup évolué, a beaucoup changé, s'est beaucoup transformé, et que l'homme ancien, avec une beaucoup plus grande perception, en fait, ouverture de perception, et que notre perception s'est plus ou moins réduite. Alors la tenségrité, je reviens La sur... tenségrité, ben, l'idée, c'est que lui, il a choisi la tenségrité, c'est un terme qui a été forgé par un architecte qui s'appelle Buckminster Fuller. D'accord. C'est la personne qui est à l'origine de ces immenses dômes géodésiques. Et il avait choisi ce terme, en fait, c'est l'idée qu'il y ait deux forces toujours en opposition et en D'accord. Donc complémentarité. tension, en fait, c'est la Des position. forces en tension qui sont comme des sortes d'élastiques, en fait, des câbles, en fait, dans ces structures Ouais, architecturales, d'accord. puis des forces en compression qui sont juste des simples, des tiges, en fait, des bâtons, quoi. Et donc, c'est toujours là. Et donc, il y a plein maintenant de sciences qui utilisent ce terme de tenségrité pour parler même du corps physique. On peut parler juste des os et puis des muscles ou des tendons qui les relient entre eux. Donc, toujours des forces qui agissent, qui relient, en fait, et puis des forces qui sont fixes. D'accord. Oui, et qui structure le vivant. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça, c'est la structure du vivant. Ouais. Et il trouvait que ce terme s'appliquait parfaitement. Il cherchait un terme moderne, en fait, pour nommer ses pratiques. Et il trouvait que ce terme s'appliquait parfaitement à l'enseignement qu'il avait reçu. Et donc, il a utilisé ce terme. On parle aussi en astrophysique, on parle de tenségrité dans le sens de la force de la gravité qui maintient ensemble des planètes, donc des objets solides, en fait. Et puis cette force en fait qui les relie entre eux. Voilà, donc il a utilisé ça. Donc c'est-à-dire, mais c'est toujours l'idée d'être à la fois en tension et à la fois en relâchement, mais jamais trop de l'un et jamais trop l'autre en fait. Donc toujours de maintenir cet équilibre. Voilà, et donc les mouvements permettent ça, et ils permettent notamment les mouvements et puis le travail sur soi. Moi, ce que j'ai fait comme travail pendant 10 ans à Los Angeles,
C'était juste de nettoyer ma vie, en fait, de me souvenir. L'enseignement, c'était ça. C'était de retourner dans ses souvenirs et de faire la paix avec ses souvenirs, finalement. D'accord. Et Oui, donc toi, quand tu es allé à Los Angeles, tu avais un but. Enfin, tu n'as pas ouais. rencontré ces territoires-là par hasard. Tu Non, as non, je suis suivi parti parce une que, injonction, en fait. Oui. tout à fait, je suis allé à Los Angeles parce qu'il y avait les apprentis de Carlos Castaneda qui enseignaient. À l'époque, il y avait Carlos Castaneda qui commençait à ouvrir en fait ces enseignements. Donc, je suis allé vraiment pour ça, pour travailler avec eux. Et quel âge Et avais-tu à cette j'avais époque-là? 30 ans. D'accord. Ah oui, donc c'est oui, assez tardif. Et comment avais-tu été initié à ces possibilités-là en France? J'ai lu ces livres quand j'avais 20 ans, une dizaine d'années avant, en fait. J'ai lu ces livres. J'ai commencé avec un parcours. Je suis allé en fac de philo. Je voulais tout connaître sur le monde. Et finalement, j'ai dévié dans le théâtre parce que je n'étais pas vraiment capable de lire, de suivre un parcours universitaire. Et j'ai rencontré une metteur en scène de théâtre et j'ai travaillé pendant 10 ans avec une compagnie de théâtre. Et c'est là que on m'a donné à lire. On m'a dit, tu es un peu rigide, en fait. Il faudrait peut-être que tu essaies de lire des choses qui, Participe qui à peuvent ton lire un petit assouplissement? peu. Voilà. Et on m'a donné les livres de Carlos Castaneda à lire. D'accord. Et j'ai été tout de suite fasciné, en fait. J'ai été tout de suite happé par ce monde, par cet univers. J'ai eu l'impression de découvrir une sorte de sagesse. Et voilà, et donc après, ça a été 10 ans après, enfin 7 ans après ou 10 ans après, je commençais à aller à Los Angeles. J'ai appris que lui enseignait et je suis allé à Los Angeles pour prendre ses enseignements. Ouais. Et en fait, c'est vraiment au bout de ce que j'ai vraiment ressenti, c'est que c'était après avoir travaillé à Los Angeles avec ce groupe. Alors, je travaillais, hein, j'avais un boulot à côté, enfin même plusieurs boulots. Je survivais quelque part à Los Angeles. Je parlais très peu l'anglais, etc. Donc, ça a été toute une aventure en fait d'être là-bas, qui m'a beaucoup apporté sur plein de plans en fait. Mais en même temps, je suivais ces cours réguliers. Et donc, ce que je faisais, c'était de la récapitulation de ma vie, pratique de mouvement, apprentissage de mouvement, récapitulation de ma vie. Et ces mouvements, ce qui permettent aussi, je pense, dans cette idée de tenségrité, il y a aussi quelque chose qui est cette idée qu'on a été éduqué, et on vit, on est conditionné quelque part à vivre beaucoup du côté de la raison, dans un monde très conceptuel, de pensée, d'idées, etc. Et qu'il y a tout cet autre monde plus ancien, cet autre monde à l'intérieur de nous, en fait, et peut-être le monde que tu appelles l'imaginal, en fait, qu'on connaît On va sous en le nom reparler après. d'imaginal. Oui. Voilà, mais donc tout un autre aspect de l'être humain, en fait, qui est plus pris en compte dans notre monde. Et cette idée de tenségrité, c'est justement de pouvoir rééquilibrer les choses et donc de pouvoir donner un accès. Les mouvements, ils font un pont. Des mouvements, c'est de la méditation finalement qui est juste active. Et donc ils font un pont, ils permettent que notre conscience se déplace et Et puis de soit retrouver son intégrité, parce que dans le temps, il y a exactement, l'intégrité. exactement, En fait, nous, on est des êtres très cristallisés, très exactement, métallisés, hein, comme disent les alchimistes. Et exactement, donc, il faut commencer par assouplir la structure psychico-physique exactement, pour pouvoir voilà, se relier à d'autres potentialités et qui exactement, nous permettront de nourrir et de déployer en fait la totalité de l'être, disent les philosophes de certaine façon. Le titre, donc la cartomancie des anciens mages, et puis il y a le sous-titre, le petit livre des 7 tonnerres. Donc il y a le nombre 7 et puis tu as écrit le O avec en fait le symbole oui, du mercure, alors du tout mercure, à oui, l'envers, oui, tout à fait. hein. Ouais. Donc toute cette connaissance à laquelle tu es allé t'abreuver de l'autre côté de l'Atlantique, elle est en correspondance avec d'autres connaissances qui sont bien déployées quand même en Occident, Complètement, comme l'alchimie, l'hermétisme, le symbolisme aussi, parce que dans ton titre et dans ton sous-titre, il y a plein de références justement à ce matériel symbolique. complètement. Alors déjà, pourquoi les 7 tonnerres, même si tu l'expliques dans ton livre, et puis pourquoi ce O avec le symbole du mercure, même si j'ai une petite idée de ce que ça peut signifier. En fait, c'est Mercure, c'est le messager, c'est Hermès, donc c'est aussi une connaissance qui est hermétique. Hermès, c'est le dieu qui a donné toutes les connaissances aux hommes. Voilà, donc c'est l'idée. Puis c'était l'idée aussi d'avoir le symbole des planètes pour montrer que c'est une cartomancie, mais qui se réfère aussi à de l'astrologie. Euh,
Voilà, donc c'était un peu montrer qu'il y a un ésotérisme, en fait, plus que juste une cartomancie, comme on a l'habitude de la comprendre, en fait, qu'il y a tout un ésotérisme derrière, qu'il y a toute une connaissance derrière. Ouais. Et de processus en fait de transformation, parce qu'en fait le mercure c'est vraiment en fait la substance qui est démétallisée et qui est le lieu et le moyen de toutes les métamorphoses possibles. Donc ça c'est aussi quelque chose d'intéressant parce qu'en fait on comprend bien que cette cohérence du jeu de 52 cartes, donc on va y venir, elle est un moyen opératif de nous aider donc à peut-être prendre conscience de soi, mais aussi à évoluer, à se transformer. Alors, d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient le jeu de 52 cartes? Il remonte à ce moment un peu charnière, en fait, de la Renaissance. Donc c'est à ce moment-là qu'il apparaît, c'est 15e, 16e siècle. Il y a le jeu des tarots d'abord, qui est connu en Europe. Et puis après, il y a ce jeu de 52 cartes qui apparaît apparemment à Rouen. C'est les quartiers de Oui, Rouen. donc en Normandie, donc on va revenir à la source, là. On n'est pas très loin de Rouen, à Livaro, hein. Donc c'est là qu'il apparaît le jeu de 52 cartes. Après, quand tu as dit où est-ce que ça commence le jeu de 52 cartes, parce que tout de suite il y a ce chiffre de Oui, 52 en fait. Donc 4 fois 13. voilà, 4 fois 13, et puis 5 et 2, 7 par réduction aussi. En ce moment, je suis en train d'étudier, je me suis passionné par la connaissance Toltec du calendrier, ce qui s'appelle le tonal Powali. Et en fait, le nombre 52, c'est le nombre. En fait, tous les 52 ans, il détruisait absolument tout, il détruisait tous les temples, il reconstruisait tout. Enfin, c'est vraiment le grand cycle, en fait. Voilà, donc c'est un mystère parce que c'est censé reproduire une sorte de structure de l'univers puisqu'ils arrivent avec ce nombre, avec ces cartes, avec ce nombre de cartes. C'est comme si ça représentait finalement le 52, toutes les possibilités d'expression de l'énergie dans notre monde finalement. Dans ton livre, tu explores hein, le symbolisme de chacune de ces cartes. Je dis explore parce qu'on ne peut pas réduire le contenu symbolique à une Oui, texte qui aurait sa limite, hein. Donc, tu proposes voilà, tout des ramifications d'interprétation. Et puis après, à fait. ça ne réduit pas la carte à l'explication que tu en donnes. Mais c'est vrai que déjà que tu fais une sacrée exploration très, très, très précise, très détaillée. Et puis oui, en effet, l'ensemble des cartes en fait, constitue une sorte de cohérence qu'on pourrait justement appeler une cohérence imaginale, hein. Et donc j'ai échangé il y a quelques jours avec quelqu'un qui s'intéresse aussi beaucoup aux cartes, qui est Charles Imbert. Et lui, dans son livre, en fait, il parle de cohérence imaginale, de structure du tarot. C'est comme en fait la figuration d'un plan qui n'est pas celui de la réalité et un plan qui fait écho à l'Unus Mundus, on pourrait dire un Unus Mundus en miniature. Alors, justement, quand je lisais le sous-titre de ton livre pour préparer notre intervention, j'ai fait attention à ce sous-titre qui est le petit livre, l'idée d'un microcosme Ah oui, qui fait écho auquel on pourrait trouver accès, hein, parce que Charles Herbert explique aussi que les symboles sont en fait une clé ou une porte d'accès à cette autre dimension tout à fait. dont les informations peuvent nous revenir en miroir. Bah, comment tu utilises ce jeu de 52 cartes? Quel type d'informations finalement il apporte? Je l'utilise finalement pour voir la trame de notre vie, c'est-à-dire pour voir à la fois les événements passés et à la fois les événements futurs. Alors les événements futurs, pas dans un futur peut-être très lointain, mais en fait pour regarder tous les cycles de notre vie. C'est pas seulement les cartes, parce que ce qu'on voit dans le jeu de 52 cartes, c'est la première chose, c'est les cartes, mais il y a surtout finalement un algorithme ça c'est quelque chose qui est vraiment secret. C'est-à-dire qu'on fait un secret dans le sens où on peut pas le si on le connaît pas, on peut pas le découvrir en fait. Et ça, c'est une façon particulière de couper les cartes et de positionner les cartes. Donc, elles se positionnent dans un tableau de 7 rangées, de 7 colonnes, selon l'ordre des planètes. Mais ensuite, il y a toute une coupe qui fait que qu'on va obtenir des séquences de cartes vraiment à la manière des progressions astrologiques, quelque part, qui vont permettre de lire comme un livre. Donc, chaque carte sera une page du livre et qui permettent de lire comme un livre les cycles de nos vies et donc les influences à l'œuvre pendant ces cycles de nos vies.
Donc vraiment, oui, comme des symboles, des petits symboles qui en fait vont pouvoir représenter à la fois des situations, à la fois des états d'esprit, des états d'âme, à la fois des personnes qu'on va rencontrer, à la fois. Donc c'est presque des supports de contemplation de où on en est à ce moment de notre vie. Et on peut le revoir. Ce qui est intéressant, c'est que comme ce sont des séquences de cartes qui ne changent pas, enfin qui évoluent, mais qui seront toujours les mêmes pour toute notre vie, donc on peut retourner dans le passé et regarder par exemple à l'âge de 20 ans quelle séquence de cartes j'avais et donc comprendre des choses non seulement peut-être se souvenir de certaines choses parce qu'on va voir qu'il y a des séquences de cartes qui sont plus particulières que d'autres, qui voilà, il y a des moments où des cartes passent par certaines formations qui sont particulières, etc. Et donc pouvoir mieux comprendre finalement ce qu'on a vécu. Voilà. Et donc quelque part, il y a aussi ça, c'est un peu ça peut permettre de faire la paix avec ce qu'on a vécu aussi. Oui, il y a une dimension psychologique hein, en fait, dans l'usage que tu fais des cartes. D'ailleurs, tu as un de tes chapitres ou un de tes articles, je dirais Oui, plutôt, au début du livre, qui s'appelle Comment lire la personnalité de quelqu'un. Alors, ça peut être sa propre personnalité ou oui, c'est celle ça. d'autre. Et par rapport à ce que tu disais, par exemple, on peut utiliser les cartes pour revenir dans le passé, parce que le fait que on puisse éventuellement anticiper ou avoir une Oui, perception de l'avenir. Bon, ça c'est bien connu, mais est-ce que, en effet, tu peux faire un usage pour, en fin de compte, rembobiner un petit peu le, le, le cheminement de son existence et aller chercher des choses que l'on ça, aurait oubliées, dont on a besoin pour évoluer. Ça, oui, c'est ça? c'est ça, exactement. C'est ça, D'accord. exactement, exactement. Ouais, j'aime beaucoup ton mot de rembobiner. Donc ça, c'est un tirage particulier. Ouais. Il y a une procédure, en fait, ou une technique. Non, 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 c'est pas un tirage particulier, c'est simplement, je peux tirer, il y a des tableaux, en fait, il y a 90 tableaux et on passe à travers ces 90 tableaux de notre vie, enfin, si on vit jusqu'à 90 ans, par exemple. Mais donc, on peut regarder chaque tableau, chaque séquence de cartes, en fait, qui va correspondre à une année de notre vie. C'est à une année de notre vie ou à une semaine de notre vie ou à un mois de notre vie. Donc, on peut descendre ou à 13 Très années de précise, notre oui, oui. vie, etc. Donc, c'est une façon de regarder, d'aller plonger, d'aller mettre un regard dans les cycles qu'on a passés, en fait, et puis les cycles à venir, bien sûr. D'accord. Et donc c'est autant Et rétrospectif évidemment, que prospectif, quoi. c'est ça, c'est ça. Et puis il y a l'idée aussi, évidemment, que c'est une façon de se voir soi-même. Donc une façon de se comprendre, Miroir. de comprendre qui on est. Un miroir de soi, ouais, ouais. Un miroir de D'accord. soi. On vit plein d'expériences dans notre vie, on peut avoir des regrets, on peut avoir des frustrations, on peut avoir des attitudes qui nous interrogent. Et en fait, la carte, d'un seul coup, nous donne, avec un symbole, un petit symbole, avec ses cœurs, trèfle, carreau ou pique, et nous donne tout de suite une sorte de vision, une image de qui on est, avec un nombre et un symbole, en fait. Et ce qui est vraiment très fort avec ces symboles, c'est qu'ils ont un pouvoir. Ils ont un vrai pouvoir c'est comme s'ils travaillaient à l'intérieur de nous. C'est vraiment cette idée qu'ils viennent de l'autre côté et qu'ils ont capté une sorte d'essence, une sorte de vérité de quelque chose. Et la carte, c'est d'un seul coup, on se voit. Il y a quelque chose qui nous voit, ou il y a quelque chose en nous qui se voit d'un seul coup. La Excuse-moi. vision de la vue, disait Plotin. La vision de la vie. La vision de la vie, ouais, pas mal. Ouais. La vision de la vie, ouais, ouais, ouais. Ouais. Et ça fixe quelque chose, et en même temps, en fixant quelque chose, ça d'un seul coup, c'est comme si ça répondait à plein de questions, et ça donne une grande liberté. Oui, dans ton approche, c'est-à-dire que la base, si on va sur ton site internet, c'est que déjà que tu proposes de tirer en fait une carte en fonction de la date de naissance, et puis après en C'est ça. fonction, si je me souviens bien, moi j'ai fait le test, je l'ai fait faire à mes filles aussi. Et c'est vrai que c'est assez étonnant, c'est-à-dire on se reconnaît. Par contre, si on regarde les cartes de quelqu'un d'autre, sa compagne ou un de ses enfants, on dit bah ces cartes-là ne sont pas, enfin, c'est pas les miennes. Par contre, celles que j'ai tirées, oui, elles Oui, correspondent plus à l'idée que je peux avoir de ce oui, que je. oui, Donc ça déjà, oui, oui. c'est assez bluffant. Ne serait-ce que ces deux Mhm. cartes. Tu peux nous rappeler d'ailleurs le mode
de ce tirage simplifié, parce qu'après, dans ton livre, tu montres qu'il y a plein Et, de modes opératoires, dont certains sont compliqués et nécessitent une vraie connaissance et puis un praticien, en fait, hein. Mais pour ce petit mhm. tirage-là, je pense, amène de toute façon à se poser des questions par rapport à ces possibilités du jeu. L'idée, de toute façon, c'est que c'est une connaissance qui est extrêmement ancienne. Et c'est pas vraiment un tirage dans le sens où c'est, alors sur mon site internet, on rentre une date de naissance et on obtient une Mhm. carte, mais c'est quelque chose, c'est-à-dire c'est chaque jour de l'année auquel est associée une carte. Et donc la carte, ce qu'elle représente, elle synthétise en fait des influences astrologiques, finalement, des influences des planètes, ou des influences qui sont à l'œuvre à ce moment-là de l'année. Donc c'est plutôt ça l'idée. Donc Mhm. finalement, ce qu'on tire quand on tire une carte, c'est pas forcément sa propre carte, c'est on tire la carte du jour où on est né, du jour où on est entré dans ce monde, Oui, de son paramétrage, en fait, de notre paramétrage. Ouais, dans le tout à fait. cosmos, Ouais, quoi. tout à fait. Ouais. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ce moment de la Terre, en fait, ça revient à ce moment de la Terre autour du Soleil. Ce placement de la Terre autour du Soleil au moment de notre naissance. Et donc les anciens ont réduit toutes les possibilités à 52 symboles finalement. Et ça, c'est notre jeu de 52 cartes. Et quand je dis les anciens ont réduit, c'est une façon de dire aussi parce que je me rends compte que c'est pas possible qu'ils aient créé un tel système comme nous, on parle de création, c'est-à-dire en faisant des Oui, en essais, en mettant les choses tâtonnement, par tâtonnement, comme en ça. tâtonnement, quoi. Il faut quelque part qu'il y ait eu une vision d'ensemble dès le départ. Oui, une Parce que révélation. cet algorithme, voilà, il faut qu'il y ait eu une révélation, il faut qu'ils soient allés le chercher dans ce monde de l'invisible, dans ce monde de l'autre côté, et ils l'ont ramené comme un trésor. Et c'est très et donc il le ramène comme un trésor et parce que c'est imbibé aussi. Alors ça, c'est ça que je sais pas, par exemple. Est-ce que c'est juste parce qu'il y a est-ce que si le pouvoir de ces images, il vient parce que elles viennent de l'autre côté et qu'elles sont chargées de ce pouvoir de l'autre côté, ou est-ce qu'elles viennent du fait qu'il y a eu elles ont été utilisées depuis la nuit des temps, depuis des temps immémoriaux, et donc il y a eu des personnes qui ont mis leur attention dessus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est pas un système, comme tu disais, on peut pas le trouver par tâtonnement. Il faut qu'il y ait eu à un moment donné un eureka, il faut qu'il y ait eu quelque chose qui soit venu de notre plan de conscience, en fait. Ouais. Dans cette lignée qui mène au jeu de 52 cartes, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a en quelque sorte, des sages à la base qui sont désignés, qui sont... La seule personne que je connaisse, que l'on connaisse, c'est Olney Richmond, qui est celui qui a écrit la première fois, qui a rendu cette connaissance publique pour la première fois. Donc c'était en 1890, quelque chose comme ça. Donc c'est la seule personne qui est connue. Eux appelaient ça des grands maîtres, D'accord. le grand maître de l'ordre des mages. Donc moi, c'est comme ça que je l'ai reçu. Mais c'est le seul qui est vraiment connu. Mais effectivement, il y a eu des personnages. Avant, dans la tradition toltèque, il y a des personnages aussi. Il y a toute une lignée. Donc chaque génération a au moins une personne qui sert de guide pour un groupe que eux appelaient le Nagual, et donc qui est en charge de faire ce pont, en fait, pour les autres, quelque part, avec le monde de l'invisible. Euh, D'accord. Et de et donc ça, c'est reformuler des aussi. générations. Mhm. Oui, donc il y a une transmission Voilà. comme ça de cette Et de connaissance. le reformuler, évidemment, évidemment, et de le reformuler pour la génération et pour le temps présent, en fait. Oui, donc on dit, moi j'imagine qu'on dit 7 mais que peut-être c'était 7 mais que peut-être 7 c'est un chiffre symbolique et Symbolique que, en encore, fait, oui, oui. Oui, tout à fait. voilà, Oui. voilà. Pour ramener justement Là, dans peut-être la un nuit des cycle temps. aussi long de transmission et de perpétuation. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est sûr que de toute façon, ça passe par des personnes. Ça passe par des personnes. C'est l'esprit qui vient se Oui, tout manifester, à fait, tout à fait. l'esprit fini qui vient se manifester à travers des gens. Après, on peut se connecter avec ces informations qui viennent des cartes et qui ont été fixées dans une structure complexe, en fait, hein, qui condense les connaissances qui ont dû être révélées à un moment donné à quelques personnes. Mais nous, on a quand même la possibilité de capter cette information, parce que peut-être aussi elle est inscrite en nous, sous forme archétypale,
C'est-à-dire que les cartes, en fait, c'est d'ailleurs ce qui explique, parce que, en fait, toi, tu interviendras dans le cadre de notre réflexion donc, sur l'importance de l'imagination et l'imagination dans les jeux. Hein. Donc, les jeux, c'est justement la plupart des jeux, moi je parlerai d'ailleurs des jeux de balles et de ballons, la passion qui se manifeste autour de ces jeux renvoie souvent à cette dimension justement archétypale. Il y a quand même dans tous ces jeux qui remontent souvent à la nuit des temps une médiumnité, si on peut dire, d'informations archétypales qui fait que qu'il y a toujours cette passion pour les jeux, que ça reste en fait un mode de connexion avec un autre plan ou un autre côté du miroir d'une certaine façon. Oui, et puis c'était intéressant ce que tu dis par rapport à l'enfance aussi, parce que finalement, pour pouvoir passer de l'autre côté, pour pouvoir être un canal, pour pouvoir recevoir des choses, il faut avoir une certaine pureté, il faut avoir une certaine Mhm. innocence, il faut avoir une certaine ouverture que les enfants ont par nature, finalement. Et donc, dans ce jeu qu'ils font, bien sûr, ils vont être influencés par ce qu'ils perçoivent, par ce qu'ils reçoivent. Les adultes, C'est souvent, ça. ont une certaine défiance, en fait, par rapport à une faculté, pourtant, qu'est l'imagination. C'est une faculté de connaissance, on l'a oublié, hein. On l'a souvent dénigré, en fait, cette faculté qui est Oui, complémentaire de la raison, alors qu'elle tout est, à fait. contrairement à la raison, la seule en mesure de nous relier avec bah, des informations qui nous transcendent. Tous les jeux et l'usage qu'on peut faire, voilà un petit peu quand même médiumnique, finalement, des cartes permet de réactiver et de redéployer les parties de la personnalité qui sont souvent réduites à une plaine désertique. Donc ça peut être aussi salutaire de l'espace d'un instant, Tout à fait. se reconnecter comme ça avec en fait la psyché, l'âme, hein, sa propre âme ou Tout à l'âme fait. euh, plus large du monde. En tout cas, ça peut Tout à fait. réactiver quelques sensations, quelques émotions aussi. Cette idée du jeu, cette idée de la liberté aussi, cette idée de l'enfance, cette idée d'aller de l'autre côté. J'ai du mal à comprendre comment est-ce que si on n'imagine pas que les découvertes, elles vont être cherchées d'un autre côté, dans un autre plan, d'où est-ce qu'elles viennent en fait. Mhm. Oui, la ressource, Et elle est dans cet autre plan des choses. c'est ça, dans ce monde invisible en fait, qui sous-tend le Oui, 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 monde. oui, 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 dans l'invisible. Parce qu'en fait, c'est même pas l'histoire de plan, c'est pas des choses séparées, en fait. C'est juste qu'on voit pas. Et C'est ça, on reçoit sans avoir conscience qu'on reçoit, mais on est c'est toujours plus ou ça. moins quand même en flux. Mais on peut s'obscurcir, si on peut dire, et s'occulter et ne plus rien recevoir comme information, alors que l'information, elle renouvelle déjà la vie. Et puis, elle est peut-être aussi une incitation, une invitation à la déployer, la vie, en fait. Hein. Tout à fait. Ce qui explique aussi toute la violence Hum, hum, que l'on hum. connaît parce il y a une sorte d'immense frustration en même temps de cette occultation, en fait, de Oui, oui, oui. C'est cette endurcissement. obscur, Ouais. cet endurcissement, voilà, Endurcissement, oui. voilà, et du coup, ça crée une frustration. Ouais. Ouais. D'où l'idée d'avoir des outils qui permettent d'équilibrer, en fait, ces deux plans Oui, puis se démétalliser, et se de démettre. revenir à l'état plus mercuriel, pour éviter ce que Ouais. certains appellent le choc des solides, si je me souviens bien. Ah, pas Ce sont mal. des Ouais, métalliques, en ouais. fait, c'est que des rapports de force. Tout à fait. C'est intéressant que aussi le jeu de cartes, il apparaisse dans ce moment de transition entre le Moyen Âge et la Renaissance, c'est-à-dire entre le Moyen Âge et puis après l'homme moderne finalement, hein, le début de Hum, la hum, moderne. hum, Parce que c'est le moment où il y a vraiment un changement de conscience dans l'humanité, où on commence à privilégier le côté de la rationalité. ouais, Euh, Et juste avant, c'est l'Antiquité, c'est le Moyen Âge, et on est encore ouais, complètement ouais, ouais. on vit encore complètement relié à cet autre monde, en fait. Et c'est comme si finalement Et cet autre monde auquel les gens étaient peut-être plus reliés à une échelle finalement réelle se condensait et se réduisait comme peau de chagrin, justement un jeu de cartes. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que le jeu de cartes, il a maintenu dans le monde c'est ça, euh, l'idée d'un autre monde c'est ça. d'un macrocosme. Donc ça a permis d'échapper à l'anéantissement
Et c'est la permanence et le maintien de cet autre monde sous une forme de modèle réduit, on pourrait dire, dans notre C'est ça. réalité fermée à ces possibilités, peut-être. C'est ça, exactement. Parce que c'est vraiment un pont, en fait. C'est vraiment Mm, un mm, outil qui mm, permet mm. de faire le pont avec cette autre partie de nous, avec cet autre monde, en fait. Ouais. Et qu'on Je peut pense tenir qu'il dans a sa été. poche. euh, Oui, qu'on peut mettre, donc qu'on peut tenir dans sa poche, oui, oui, c'est ça. Et puis qu'on utilise naturellement, il y a plein d'expressions, être habillé comme un as de pique, enfin jouer toutes ses cartes, enfin dans le vocabulaire de la vie de tous les jours, on utilise sans arrêt ce jeu de cartes, des références à ce jeu de cartes. Et ouais, mais je pense qu'il a été donné, je pense qu'il a été lancé dans le monde. Cette connaissance a été lancée dans le monde à ce moment-là parce que justement il y avait une sorte de perte de d'accès que- à, ouais, à cet autre côté des choses, finalement. Oui, c'est un recours, en fait, qui a été apporté à un monde qui C'est ça, s'éloignait du c'est ça, principe qui le crée, en c'est fait. ça. Alors peut-être pour finir, Exactement. est-ce que tu as dans ce jeu des cartes qui te fascinent plus que d'autres? Est-ce que tu peux nous en parler comme ça pour fixer un petit peu l'attention sur une ou deux ou trois cartes? Je peux citer l'As de pique parce que c'est la carte qui représente le jeu en lui-même. C'est le carte du secret, c'est la carte du mystère, c'est le carte de la mort et de la transformation, c'est la carte de la renaissance. C'est une carte qui était dessinée différente de toutes les autres cartes dans l'ordre des mages. Elle était dessinée blanche sur fond noir au lieu de noir sur fond blanc, quoi, au lieu de la faire sur un fond blanc. Donc c'est comme la carte emblématique qui représente le jeu de cartes, mais qui représente aussi toutes les connaissances ésotériques, toutes les connaissances secrètes. Mhm. Euh, c'est ce symbole du pic qui est le symbole des épreuves aussi de la vie et qui représente, en fait, c'est la remontée de l'esprit. Hein, c'est un Ah oui, 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 tout à fait intéressant. Oui, oui. pointe vers le haut, quoi. Ouais. Et c'est la remontée vers l'esprit. Donc cette idée de mort, cette idée de spiritualité. Euh, Puis en même temps, pour la remonter dans ça l'esprit. forme aussi un cœur, en fait, hein. Oui, c'est un cœur à l'envers. Un cœur qui est en train peut-être de se reconstituer, qui peut se reconstituer, qui peut se... Un cœur qui peut se reconstituer, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Ça fait penser un petit peu, Le d'abord, cœur, c'est le un parce que ce qu'on appelle les zénologies, c'est-à-dire que la métaphysique des mhm, anciens, hein, le principe créateur de toute chose, il l'appelait le un entopan, hein, disaient les Grecs. Donc c'est un peu peut-être mhm, l'as de pique, c'est peut-être le un occulté qu'il faudrait peut-être, dont il faudrait, avec lequel il faudrait reprendre contact et qu'il faudrait aider mhm, à déployer dans notre vie. Enfin, je sais pas, ça peut être ça. Et donc, mhm, est-ce qu'il y a tout un à écho fait. avec l'as de cœur? Parce que peut-être ce que l'as de cœur ne serait pas le terme justement du cheminement ou L'as de cœur, oui, l'as l'as de de cœur, cœur. c'est le début, Ah, c'est le c'est début le plutôt. commencement. D'accord, C'est le commencement, c'est l'enfant, c'est la naissance. C'est d'accord, l'as de cœur, c'est la descente dans la matière, en fait. d'accord, ok, C'est l'esprit qui descend dans la matière. Et l'as d'accord, de pique, c'est le contraire. C'est la matière qui retourne à l'esprit. ok, Donc d'accord, c'est le début et la fin, quelque part. d'accord, d'un La monde. naissance et la D'accord. Et donc le carreau, puisqu'on peut rester sur les as, l'as de carreau et l'as de trèfle, donc. Les As, ils vont représenter toujours un désir de quelque chose, parce que c'est le premier, c'est celui dans lequel est contenue toute la Ouais, famille, en et puissance en fait. c'est un Peut-être. puissance, Ouais, voilà. Et donc c'est vraiment, il y a un désir de création avec les As. Et c'est aussi la solitude, ouais. Donc l'As de carreau, c'est la pierre philosophale, c'est la matière, c'est la substance en fait, dont est fait tout le monde. C'est le début des valeurs aussi, qui nous permettent de construire des choses. Donc le symbolisme du carreau, il est lié à la valeur. d'accord. Donc là, les potentialités en fait Et commencent à se réaliser, à être en acte. oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. C'est Et ça. puis C'est le les trèfle idées alors. et le trèfle, c'est les idées. C'est les idées qui D'accord. fleurissent. C'est ouais, l'as de trèfle, c'est un désir de connaissance. Donc c'est la connaissance, le trèfle. Mais après, moi, j'en fais mon travail. C'est vraiment rentrer dans ma vie. Donc j'adore explorer, comprendre chaque carte à son mystère. Voilà, pour moi, chaque carte, c'est vraiment une porte d'entrée quelque part.
on ne sait pas où ça va mener. C'est une sorte de chemin finalement pour arriver à la comprendre sans trop la fixer non plus. Bon, ben écoute, voilà un petit aperçu de l'herméneutique, en fait, qu'on peut faire de chacune des cartes, Oui. qui sont autant de symboles d'une profondeur inouïe, sans fond, probablement. Et ben écoute, je suis ravi que tu puisses justement nous parler de ce rapport-là au jeu de cartes qu'on peut avoir à notre festival. Tu interviendras donc le samedi, après Charles Imbert, justement, lui qui se focalisera plutôt sur les lames du tarot, donc qui sont aussi des figurations là, d'un niveau de sophistication encore plus grand. Mais les deux, tu l'expliques dans ton livre, sont complémentaires et peut-être font se rejoindre différentes traditions. Eh bien, on va se dire à très bientôt avec grande À joie. très bientôt. À très bientôt, Stéphane. Merci à toi, Guilhem. Au revoir.